Quel plaisir pour nous de vous retrouver dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 32e réunion ordinaire du Conseil des ministres présidée hier en vidéoconférence par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le compte rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Julino Makelele. Compte rendu de la 32e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 22 mai 2020 s'est tenu par vidéoconférence la 32e réunion du Conseil des ministres, présidée par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour était inscrit le point ci-après. 1. Communication de son Excellence, M. le président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Et 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'intervention du Président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. Renouvellement du Conseil d'administration de la BCC, 2. Reprise progressive des activités économiques, 3. Vente des actifs de la GECAMIN, 4. Rapport sur la proposition de loi portant création d'une agence pour la lutte contre la corruption. Concernant le renouvellement du Conseil de la Banque centrale, le chef de l'État a indiqué qu'en vue de conformer l'organisation et le fonctionnement de la BCC aux engagements du pays vis-à-vis de ses partenaires et aux standards internationaux, particulièrement dans le domaine de la gouvernance et de la préservation de la stabilité financière, il sera procédé sous peu au renouvellement du Conseil de la Banque centrale au niveau des postes d'administrateurs, en ce compris la nomination du second vice-gouverneur. À cet effet, le président de la République s'y attellera dans les prochains jours en concertation avec le Premier ministre. Au sujet de la reprise progressive des activités économiques et pour contenir tant soit peu les effets négatifs du Covid-19, il a été décidé que le gouvernement de la République présente au prochain Conseil des ministres un plan de reprise graduelle de certaines activités économiques suspendues suite au Covid-19, surtout dans certains secteurs porteurs comme les secteurs miniers et manufacturiers, en relevant le nombre de travailleurs à mettre en service. Les autorisations nécessaires leur seront accordées pour ce faire en considération notamment des dispositifs de lutte contre le Covid-19 que les entreprises concernées mettront en place pour protéger notamment le staff et les travailleurs. Quelques ordonnances signées par le président de la République, ordonnances portant autorisation de l'état d'urgence sanitaire. Le porte-parole du chef de l'État, Kassogoumi Mayamba, nous fait sa lecture. Loi numéro 20-003 du 22 mai 2020 portant autorisation de la nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-002 du 7 mai 2020. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 22 mai 2020, la prorogation de l'état d'urgence proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-002 du 7 mai 2020. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 22 mai 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original
le 22 mai 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-Bérande, directeur de cabinet intérimaire. Encore 15 jours de prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi venant du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tunda, l'a défendu au cours de la plénière présidée par l'honorable Janine Mabunda. Sylvie Moembo, Bernard Bodo. Si il est vrai que l'impératif de proroger l'état d'urgence sanitaire est évident au regard de la montée en puissance du Covid-19, il était tout aussi important que l'Assemblée nationale se montre exigeante sur les mesures d'application de cet état d'urgence coulé à ces jours sous forme d'un texte de loi. Son contenu sera prochainement porté à la connaissance des députés nationaux suivant la promesse faite par le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasende, aux élus nationaux. Au terme d'un débat houleux, ponctué par des interventions les unes et les autres pertinentes, un consensus s'est dégagé en faveur de l'adoption du projet de loi de gouvernement qui a pris la direction du Sénat. Sur 67 députés qui ont pris part au vote, 62 députés ont voté oui. 3 députés ont voté non. 2 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi venu du gouvernement portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance du président de la République numéro 20 par 014 du 24 mars 2020. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Cette procédure législative ne signifie pas que la population doit cesser d'être vigilante, pour ne pas dire moins respectueuse des mesures barrières en cours depuis le 24 mars 2020. Riposte contre le coronavirus. À ce jour, le gouvernement a déjà décaissé plus de 10 millions de dollars américains, a déclaré le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Il était hier devant les sénateurs en rapport avec la question orale sur la gestion Covid-19 en République démocratique du Congo. Suivez. Le Sénat vient de voter les 3 textes de loi présentés par le ministre des Finances, José Séléa Lagouli, conclus entre la République démocratique du Congo et ses partenaires au développement, à savoir les Fonds africains de développement et l'Association internationale du développement. C'était au cours de la plénière de ce vendredi présidé par l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Il s'agit des projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 2 avril conclu entre la RDC et l'Association internationale du développement au titre du projet pour la présentation stratégique et la réponse de Covid-19. Ces projets visent le renforcement des capacités des bénéficiaires à se préparer et à répondre à la pandémie Covid-19. Le coût de ces projets est 23 milliards de dollars américains. Le deuxième projet, c'est le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit et les Fonds africains de développement au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER. C'est pour un montant de plus de 39 millions d'unités de compte. La date de clôture du projet est fixée au 31 décembre. Et puis, les projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre des projets régionaux d'amélioration des systèmes de surveillance et des maladies en Afrique, 4e phase. Un accord de crédit de 75 millions est accordé et arrive à échéance le 30 mai 2024. Auparavant, le ministre des Finances, Léa Lagouli, a rassuré les sénateurs sur les soucis du gouvernement de développer toutes les provinces de la République démocratique du Congo, grâce notamment à la caisse de péréquation. Le gouvernement a l'option de pouvoir opérationnaliser la caisse de péréquation. La Constitution de notre République a installé la caisse de péréquation pour essayer de niveler les divergences en ce qui concerne le développement au niveau des provinces. Et donc, cette caisse a déjà pris en compte une quantité de ressources captées au niveau national pour pouvoir alimenter les comptes que j'ai déjà ouverts en tant que ministre des Finances au niveau de la Banque centrale, pour pouvoir permettre de recueillir des projets à la base, donc au niveau des provinces, les valider au niveau du comité de pilotage, et de pouvoir
ces projets. Sénat toujours, la commission des relations extérieures a été édifiée par le ministre des Droits humains sur les recommandations du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à la République démocratique du Congo. Jacques Kabwaba pour le commentaire. De 2006 à 2019, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté plus de 260 recommandations à satisfaire par le gouvernement congolais en matière des droits de l'homme. Des recommandations prises en perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. En mars 2019, le gouvernement congolais, à travers son ministre des Droits humains, avait présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU un rapport sur les réformes entreprises par la République démocratique du Congo. Ces réformes exigent un suivi parlementaire conséquent. C'est dans ce cadre que l'Union interparlementaire, à travers son secrétaire général, Martin Chingong, avait saisi le président du Sénat pour lui demander d'inviter le ministre des Droits humains devant le Sénat afin d'édifier les sénateurs sur la présentation du rapport du Conseil des droits de l'homme et ses recommandations. Nous venons d'échanger avec le ministre des Droits humains sur instruction de l'honorable président du Sénat. Il était question d'échanger sur les recommandations du Conseil des droits de l'homme à la République démocratique du Congo. Et en ce qui nous concerne, nous, la Commission des relations extérieures, nous allons travailler avec nos amis de la Commission juridique du Sénat qui s'occupe également des droits de l'homme pour essayer de voir comment faire un travail dans une commission mixte afin de répondre aux recommandations de la dite commission du Conseil des droits de l'homme. Le 19 mai, devant la Commission des relations extérieures du Sénat, le ministre des Droits humains a expliqué que le gouvernement congolais a entrepris de multiples réformes dans le secteur des droits humains ayant permis de réaliser plus d'une centaine de pas de convergence aux recommandations formulées à son intention. Parmi ces recommandations, l'on cite l'opérationnalisation du Centre national de prévention contre la torture, l'adhésion de la RDC à l'initiative des principes volontaires de sécurité et du respect des droits de l'homme dans les industries extractives, ainsi que la mise en place du mécanisme d'alerte précoce au sujet des situations de violation des droits de l'homme à travers les quartiers, les communes, les villages et les villes du pays. Nos solutions sont dans la nature, tel est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité célébrée hier, 22 mai. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Niamugabo, a adressé un message à la nation. On l'écoute. Chers compatriotes, le 22 mai de chaque année, le monde entier commémore la Journée internationale de la biodiversité. Cette célébration nous invite à nous rappeler l'impérieuse nécessité pour notre bien-être de vivre en harmonie avec la nature. C'est l'occasion pour nous de réfléchir sur la manière d'œuvrer au profit d'une prise de conscience collective sur les questions touchant la biodiversité. Le thème retenu cette année, à savoir nos solutions sont dans la nature, est révélateur et interpellateur, surtout en cette période où sévit la pandémie du coronavirus. Je saisis ainsi l'occasion de cette journée internationale de la biodiversité pour saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la préservation de l'environnement l'une de ses priorités à travers le programme du gouvernement dirigé par son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Je saisis également l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui appuient et accompagnent la République démocratique du Congo dans cette délicate tâche, notamment l'UNESCO par son programme Valorisation des savoirs endogènes dans la gestion de la biodiversité. Mes très chers compatriotes, ensemble, relevons le défi du développement durable et celui de la valorisation de notre biodiversité, car notre pays est l'un de 7 pays de méga biodiversité, c'est-à-dire ayant
Ayant plus de 10 000 espèces endogènes, cela constitue un formidable potentiel pour le développement de notre pays. Je vous remercie. La diversité doit être protégée par les Congolais pour éviter les effets néfastes liés au changement climatique. Toutes les sociétés et cultures dépendent de l'utilisation d'une nature diversifiée. Quel est le rôle de la biodiversité? Pourquoi elle est indispensable? La réponse dans cette réflexion de Lopez Kakuba. Le 22 mai, le monde entier célèbre la journée internationale de la biodiversité. Et quel est le rôle de cette biodiversité? En effet, c'est l'essentiel pour le développement naturel de tous les écosystèmes de notre planète Terre. Elle est indispensable au bien-être et à la santé des êtres humains. La biodiversité est importante pour la survie de toutes les espèces. L'homme a un impact sur la biodiversité. Nous faisons allusion à la déforestation des forêts tropicales et amazoniennes, très riches en espèces végétales et animales dont on détruit les milliers de vies. Il s'est de rappeler que les changements climatiques modifient rapidement les conditions de vie des espèces. Pour préserver cette biodiversité en République démocratique du Congo, la population doit respecter les rites de la nature, limiter l'usage des produits phytosanitaires. Les Congolais doivent également protéger la terre, la base des plantes, découvrir le sol avec des matériaux comme la paille, du fumier, du compost, de la tourbe, de l'écorce de pin, et j'en passe. Il est conseillé de consommer les fruits et légumes des saisons. Le respect de la faune, des forêts, des animaux sont des éléments qui constituent le bien-être de la biodiversité. Non à la coupe d'arbres, non à la déforestation, car la perte de la biodiversité entraîne la fragmentation des écosystèmes et la mise en péril de la qualité des habitats, et la perte également de sol, ce qui occasionne des érosions et autres effets néfastes en l'environnement. Les Congolais sont donc appelés à protéger l'environnement pour éviter les changements climatiques. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, a reçu le caucus des députés du Bas-Ouélé. Ensemble, ils ont évoqué la situation sécuritaire de leur entité. Patience Royo, Ibrahim Chako ont signé ce reportage. La présence des élèves Mbororo et la cohabitation de la population pose problème dans quelques territoires de province de Bas-Ouélé. Cette situation inquiète au plus haut point les autorités provinciales ainsi que les élus de cette province. Une délégation de ces élus a rencontré ce jeudi le vice-premier ministre de l'Intérieur Gilbert Kakonde Malamba en présence du ministre des Droits humains André Lité à CBA pour lui faire part de leurs craintes face à ces élèves Mbororo dans leur province. Il y a un climat de terreur qui est installé chez nous entre l'exécutif provincial et la force vive du Bas-Ouélé. Donc il y a un mécontentement et aussi la chasse à l'homme chez nous. Les membres de la société civile, surtout dans le territoire des Pocos, sont dans la forêt et ils sont pourchassés pour les opinions qui n'enchantent pas l'autorité provinciale. C'est sur une note de satisfaction que ces députés nationaux de Bas-Ouélé ont quitté la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Dans le Haut-Katanga, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières vous y séjourne à Lubumbashi où il a réussi à réconcilier les prétendants princes de la chefferie de Kaponde. Christine Lenzo pour le commentaire. La crise des successions dans la chefferie de Kaponda à Kipushi dans le Haut-Katanga avait mis aux prises deux princes qui prétendaient succéder au grand chef Kaponda, décédé en 1992. Une dispute qui a perduré 28 ans. Aujourd'hui, grâce à la médiation du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et en charge des affaires coutumières, Michel Mvunzi Meya, qui est allé sur place, ces différends de longue date entrent désormais dans les oubliettes. Et les deux frères ont enterré leur hache de guerre pour le bien-être de leur communauté. Nous avons beaucoup félicité l'initiative de son Excellence, Monsieur le ministre, tout ça, qui sont restés en paix. Et puis, mon père ici, il a dit que nous sommes, le King nous a légué un slogan Ilambalimo. Nous n'avons qu'un seul Ilamba où il y a le seul Moulam. Tous nous sommes Lamba, les Basseba de Kaponda sont unis, tous nous sommes frères, pas de guerre, chez nous il n'y a pas de guerre.
Ainsi donc, à la lumière des princes coutumiers de cette chefferie, Lubenga Boualia est reconnu chef de la chefferie de Kaponda et Kashobabu Pemouloana, aussi ayant droit, est désigné pour assister les chefs de secteur sur le plan administratif. Il a signé. Nous sommes des hommes de parole et nous sommes des Katangais. On a une culture katangaise qui est assez spéciale. Tout le monde va respecter sa parole donnée. Geste très salué par toutes les parties qui ont apprécié la sagesse du ministre Michel Mvouzi. Le chef ainsi reconnu a été installé le jeudi 21 mai en présence du ministre délégué Michel Mvouzi et autres autorités et notables du Haut-Katanga. L'ordonnance du chef de l'État sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été examinée à la Cour constitutionnelle pour attester sa conformité à la Constitution. Après vérification de cette décision, la Cour constitutionnelle l'a déclarée conforme. Les précisions avec Rodé Panda. Parmi les 9 dossiers examinés à l'audience publique, convoqués le jeudi 21 mai 2020 par la Cour constitutionnelle, 8 requêtes concernent les déclarations des biens. La première requête inscrite en rôle constitutionnel, 1225, repose sur l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/041 du 7 mai dernier portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire prise par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une requête du président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu pour interprétation ici. La Cour s'est déclarée compétente, mais la requête est irrécevable. Et cette autre cause retenue par la Cour à cette audience ont porté essentiellement sur la déclaration des biens de quelques autorités et personnalités du pays, notamment le bien du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ceux de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, son prédécesseur, Bruno Tchala et les autres. Le juge constitutionnel de la Chambre constituée et président de Séyan, Évariste Prince Funga, assisté des autres membres du bureau, a statué et donné l'avis de l'arrêt. La Cour constitutionnelle déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/041 du 7 mai 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Dit que le président Pérez a signifié au président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre et qui sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi que bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. On note donc que l'ordonnance signée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prorogation de l'état d'urgence sanitaire est conforme à la Constitution. La question de monnayage de cadavres qui circule à travers les réseaux sociaux, une préoccupation pour les Congolais. Dr Edeni Longondo a annoncé une série de mesures après sa descente à Kimpateke. Suivez. Chers compatriotes, le ministère de la Santé a pris au sérieux le nouvel répandu au sujet d'un éventuel achat des corps décédés contre une rétribution de sommes d'argent au profit des familles consentantes. Aussitôt informés, nous avons instruit l'inspecteur de la santé de diligenter des enquêtes afin d'éclairer cette situation. À ce jour, il nous revient qu'aucune preuve n'a pu être démontrée sur l'effectivité d'une telle pratique dans la ville de Kinshasa. À Kimbasek, j'ai moi-même visité une famille dont un membre était décédé de Covid-19. Cette famille a avoué qu'elle avait mal compris le but de la visite de 3 agents de la santé qui sont venus leur annoncer la cause de la mort de leur enfant et la visite prochaine d'une équipe de santé dans le cadre de dépistage des autres membres de famille et aussi de la désinfection de toute la parcelle. Ces activités obligatoires de la prévention sont inscrites dans le protocole de la lutte contre la Covid-19. Le ministère de la Santé précise que le traitement des personnes qui souffrent de la Covid-19 est totalement pris en charge par le gouvernement. Il en est de même pour l'enterrement des personnes décédées suite à la Covid-19. Le système immunitaire fort peut-il faire face au coronavirus? Des études affirment cela. La task force présidentielle